La deuxième thématique qui nous intéresse beaucoup, qui est la mission répressive de l'autorité de la concurrence. Et vous le savez, en Nouvelle-Calédonie, on a à la fois les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques commerciales restrictives. On va démarrer évidemment avec la mission répressive en matière de pratiques anticoncurrentielles. Je remercie les trois représentants des trois autorités de concurrence, M. Walid Chayelouj, membre non permanent de l'autorité calédonienne, et M. Curé et M. Venture, que vous connaissez déjà du coup, grâce à l'intervention précédente. Donc, M. Chayelouj, vous commencez pour la Nouvelle-Calédonie à faire le bilan sur la thématique liée aux procédures diversifiées qu'il peut y avoir et peut-être faire aussi le bilan de nos décisions. Merci à vous. Merci Madame la Présidente. Alors permettez-moi d'abord de dire le plaisir que j'ai à être avec vous aujourd'hui et de revenir en Calédonie, puisque j'ai passé un petit temps sur le territoire et je suis toujours très heureux de revenir là. Et permettez-moi aussi de dire l'honneur que j'ai eu de travailler avec Madame la Présidente. Ça a été vraiment quelque chose de passionnant. J'ai beaucoup appris avec elle et je crois que si l'autorité a une notoriété aujourd'hui, qu'elle est bien installée, on le doit évidemment à toute l'équipe, mais aussi à la Présidente qui a été la porte-voix pendant ces 4 années et demie. Et donc je crois qu'il faudra poursuivre son travail et espérer que le prochain président portera aussi l'autorité comme elle a pu le faire ces dernières années. Alors on m'a confié le sujet des procédures diversifiées pour rétablir le jeu de la concurrence. Qu'est-ce qu'une procédure? À en croire le dictionnaire de la culture juridique et le professeur Cadier, la procédure désigne plus généralement, et en dehors de son acception processuelle, toute manière de procéder juridiquement, c'est-à-dire de parvenir à un résultat juridique. C'est dire qu'à chaque procédure est assigné un but, un objectif que l'on souhaite atteindre. Qu'en est-il en droit des pratiques anticoncurrentielles calédoniens? Pour être précis, il existe plusieurs procédures et toutes ne remplissent pas les mêmes fonctions. Dans le cadre du public enforcement, c'est l'hypothèse où l'autorité de la concurrence applique le droit de la concurrence. Les procédures divergent sensiblement quant à leur finalité. Tantôt, la procédure sera mise en œuvre pour répondre à une urgence concurrentielle. C'est l'hypothèse où le marché est frappé par des anomalies concurrentielles, des dysfonctionnements, et que des comportements peuvent entraîner la sortie injustifiée de concurrents du marché. Tantôt, la procédure sera mise en œuvre pour sanctionner une entreprise. L'initiative peut venir des entreprises victimes ou de l'autorité de la concurrence elle-même qui décide de s'autosaisir et d'enquêter sur les pratiques litigieuses détectées sur le marché. Tantôt encore, la procédure servira à négocier avec l'autorité. Pour l'entreprise, l'idée est d'éviter une bataille qu'elle s'est perdue d'avance, car elle estime en son fort intérieur que la pratique litigieuse enfreint assurément les règles de concurrence. Dans le cadre du private enforcement, c'est-à-dire l'hypothèse où les entreprises saisissent directement le juge, la logique diffère considérablement. Puisque contrairement au public enforcement, l'action responsabilité cherche à réparer le préjudice concurrentiel, c'est-à-dire à obtenir des dommages et intérêts, là où l'action devant l'autorité est de réparer le dommage à l'économie. Vous l'aurez donc compris, en Nouvelle-Calédonie, il existe une pluralité de procédures permettant soit de mettre un terme à des préoccupations de concurrence, soit de sanctionner des pratiques litigieuses qualifiées d'entente, d'accords exclusifs d'importation ou encore d'abus de position dominante. Et donc on peut retrouver des sanctions administratives avec les amendes ou des sanctions civiles, des dommages et intérêts si le juge est saisi. Alors ces procédures ont-elles toutes été mobilisées en Nouvelle-Calédonie? Et si oui, quelle efficacité ont-elles eu sur le Caillou? C'est ce que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Que constate-t-on à ces égards? En premier lieu, qu'il y a des procédures fréquemment utilisées. Elles sont dans la boîte à outils des autorités de l'autorité de la concurrence et sont soit mises en œuvre par l'autorité elle-même, soit demandées par les entreprises. En second lieu, il y a des procédures constamment négligées. Pour rappel, le mot négligé vient du latin negligere et signifie ne pas faire attention à, ne pas s'occuper de ou omettre. Et c'est dans ces trois significations qu'il faut comprendre ici le terme négligé. En premier lieu, les procédures utilisées. En 4 ans et demi d'existence, il est désormais possible de brosser un tableau sur la pratique décisionnelle de l'autorité calédonienne. Autrement dit, il s'agit de donner à voir les procédures les plus souvent mobilisées.
Et que dire sur le sujet? Deux choses. D'une part, on constate que les mesures d'urgence sont à la fois demandées par les entreprises et quelquefois prononcées par l'autorité de la concurrence. D'autre part, que les entreprises n'hésitent pas à faire appel à des procédures négociées au fin de diminuer l'assiette de l'amende ou voire totalement obtenir l'absence d'amende. D'abord, les mesures d'urgence. Il faut savoir qu'avant de rendre une décision au fond, l'autorité de la concurrence calédonienne, tout comme son homologue européenne et métropolitaine, peut prononcer des mesures provisoires que l'on qualifie de mesures conservatoires. Le Code de commerce calédonien le permet. En effet, l'article LP 464-1 du Code de commerce, désolé d'être technique mais le sujet l'est, dispose que ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. Le texte ajoute, je cite encore, « Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée, ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. » Autrement dit, 3 conditions doivent être remplies pour que la demande de mesures d'urgence soit accueillie. Il faut 1. Une atteinte grave et immédiate. 2. Que cette atteinte affecte l'économie générale, le secteur, les consommateurs ou l'entreprise plaignante. Et enfin, il faut un lien de causalité entre les faits dénoncés et l'atteinte. Si l'une des conditions est manquante, la demande de mesures conservatoires n'a pas à être examinée. En Nouvelle-Calédonie, 2 cas de figure peuvent se présenter. D'abord, l'autorité a rejeté des demandes de mesures conservatoires. Ensuite, elle s'est parfois montrée favorable à leur prononcer. D'abord, le rejet. La première décision de rejet a été rendue dans l'affaire de l'hôtel Tieti du 2 octobre 2019. En l'espèce, le représentant du gîte Newedji avait déposé une plainte auprès de l'autorité de la concurrence, au terme de laquelle il dénonçait des pratiques de prix prédateurs et de prix abusivement bas, mis en œuvre par l'hôtel Tieti. Petite digression, les prix abusivement bas n'existent plus aujourd'hui en Calédonie et sont plus prohibés depuis la loi du pays du 19 avril 2019, si bien que les prochains contentieux ne porteront jamais sur les prix bas, puisque finalement on a plutôt un problème de prix excessif, prix abusivement bas, parce qu'on a plutôt des problèmes de prix excessifs en Calédonie plutôt que des problèmes de prix abusivement bas. Donc dans cette affaire, l'hôtel Newedji dénonçait, disait qu'il fallait faire cesser d'urgence et le plus bref délai des pratiques anticoncurrentielles de l'hôtel Tieti qui mettaient en péril la pérennité de son activité ainsi que celle de toutes les autres structures d'hébergement touristique présentes en province nord. Alors pour convaincre l'autorité du bien fondé de sa demande, le gîte avait transmis à l'autorité des captures d'écran qui relevaient des prix pratiqués par l'hôtel Tieti. Alors quels étaient ces prix? Pour 2 personnes, l'hôtel proposait la nuitée dans une fourchette de prix oscillant entre environ 6 800 francs CFP et 8 000 francs CFP. Après examen, l'autorité considéra que les prix pratiqués n'étaient ni des prix prédateurs, ni des prix abusivement bas, pour au moins 2 raisons, qui vont vous parler immédiatement. Premièrement, le prix de vente moyen ne montrait aucun sacrifice financier de la part de l'hôtel Tieti, si bien qu'il n'avait pas de volonté d'évincer des concurrents. Secondement, l'hôtel Tieti démontrait avec succès que la nouvelle stratégie tarifaire à la baisse ne visait qu'à améliorer le taux d'occupation de l'hôtel au fin de mieux amortir ses coûts fixes élevés, en particulier la masse salariale, ce qui permettait par ailleurs de préserver l'emploi local. Aussi, l'autorité de la concurrence a-t-elle décidé de rejeter la saisine pour défaut d'éléments probants, comme l'autorise l'article LP 462-8 du Code de commerce. Alors ce qu'il faut retenir de cette affaire d'un point de vue procédural, c'est que le défaut d'éléments probants a des incidences sur la demande de mesures conservatoires. En effet, en l'absence d'éléments probants, la demande de mesures conservatoires sera incidemment rejetée. L'autorité l'a rappelé clairement dans un motif de la décision, en énonçant, je cite, que le rejet de la saisine pour défaut d'éléments probants entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de mesures conservatoires sans examen de celle-ci. Ensuite, le prononcé. Et là, on va parler d'une affaire assez connue sur le territoire, peut-être moins en métropole, mais très connue ici. Notez que si l'autorité a la possibilité de rejeter une demande de mesures conservatoires, elle a également le pouvoir de les prononcer. Mais encore faut-il qu'elle soit convaincue de l'urgence concurrentielle. Et cette situation, elle s'est présentée dans l'affaire OPT.
En l'espèce, la SCCI, une société active dans le secteur des télécommunications, dénonçait certaines pratiques de l'OPT telles que celle de vente liée et son refus d'interconnexion au réseau local des télécommunications. Ce refus pouvait avoir un effet irréversible sur la capacité de la SCCI à pénétrer le marché, si bien que l'autorité a décidé de réagir et de prononcer des mesures conservatoires prenant la forme d'une injonction. Il s'agissait d'imposer à l'OPT de transmettre à la SCCI une proposition d'interconnexion au réseau local des télécommunications pour lui permettre de faire avancer son projet de câble sous-marin entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Cette demande fut favorablement accueillie par l'autorité de la concurrence. L'autorité avait considéré que l'OPT ne disposait pas de monopole légal sur le marché et que, ce faisant, il était susceptible d'avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles. L'autorité a estimé que les trois conditions de l'article LP 464-1 étaient remplies et considérait que finalement la pratique de l'OPT formait une barrière à l'entrée injustifiée. Ces mesures conservatoires n'ont cependant pas prospéré, car la Cour d'appel de Paris puis la Cour de cassation ensuite ont considéré que, conformément à l'article 221-2 du Code des postes et des télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, l'OPT bénéficiait d'un monopole de droit sur l'exploitation des réseaux et services de télécommunications ouverts au public. Partant, la Cour d'appel de Paris puis la Cour de cassation ont jugé que les saisines de l'autorité par la SCCI et les demandes de mesures conservatoires accessoires étaient irrecevables. Alors, que retenir de cette affaire emblématique qui a atteint les marches du quai de l'Horloge? Ce n'est pas rien, on est quand même allé jusqu'à Paris. Deux enseignements principaux. Premièrement, une demande de mesures conservatoires peut être contestée par les défendeurs lorsque l'autorité décide d'en prononcer. Secondement, que malgré les conditions strictes de l'article LP 461-4 du Code de commerce, tout est question d'interprétation. C'est dire que le fond est intrinsèquement lié à la demande de mesures conservatoires. Dans cette affaire OPT, c'est bien parce que l'OPT était en monopole de droit, ce qui était l'interprétation de l'autorité, que les parties demanderesses ont par la suite succombé. D'autre part, les procédures négociées. Deux procédures méritent à mon sens une attention particulière. D'abord, la procédure d'engagement, ensuite, la procédure de non-contestation des griefs. D'abord, la procédure d'engagement. La procédure d'engagement est une procédure prévue par l'article LP 464-2.1 du Code de commerce. Elle permet à l'autorité de la concurrence d'accepter des engagements de nature à mettre un terme à des préoccupations de concurrence et offre à l'entreprise la possibilité d'éviter le prononcé d'une sanction. Lorsque cette procédure d'engagement est mise en œuvre, j'ai envie de dire que tout est question de timing. Car selon le moment où l'entreprise propose des engagements, les incidences ne seront pas les mêmes. Premier cas de figure, l'entreprise propose des engagements avant la notification des griefs, qui est le document qui qualifie les pratiques litigieuses après enquête. Alors elle pourra échapper à la sanction. Elle pourra échapper à l'amende, en principe. À ce stade, tout est encore très ouvert. Comme l'indique le communiqué de procédure de l'autorité, la note d'évaluation préliminaire ne vise que des préoccupations de concurrence. Aussi est-il simplement indiqué que tel ou tel comportement est susceptible de constituer une pratique prohibée. On est donc au stade de la réflexion et non pas de l'affirmation. En effet, alors que l'évaluation préliminaire dégage des doutes, la notification des griefs exhale des assertions. C'est notamment dans l'affaire Sodimas et Intec que la procédure d'engagement a été mise en œuvre dans un tel contexte. En l'espèce, dès les premières auditions menées par le service d'instruction, les deux entreprises actives dans le secteur des ascenseurs avaient non seulement reconnu l'existence d'accords exclusifs d'importation, lesquels sont prohibés par l'article LP 421-2-1, mais également indiqué leur intention de mettre fin à ces pratiques et d'initier la procédure d'engagement. Ce qui est très important, c'est que spontanément, ils ont voulu faire appel à cette procédure. Les entreprises ont proposé notamment deux types d'engagements comportementaux. D'abord, de signer une dénonciation du contrat de distribution exclusive, et d'autre part, ensuite, de ne plus insérer à l'avenir des clauses d'exclusivité, des clauses de non-concurrence dans leur contrat. Un test de marché a été réalisé, un test de marché qui n'a pas été très fructueux puisque finalement, personne n'a participé à ce test.
Mais l'autorité, donc c'est important aussi, et là je le dis aussi, j'en profite d'être à la tribune pour vous dire qu'entreprise qui vous plaignez des prix élevés, des comportements des entreprises concurrentes, vraiment, lorsqu'il y a des tests de marché, investissez-vous parce que c'est important pour l'autorité et ça a des incidences sur la pratique décisionnelle de l'autorité. Je referme la parenthèse. L'autorité, après avoir invité donc en séance à modifier certains engagements, a jugé que les entreprises ont rapidement et spontanément proposé de mettre fin à la relation exclusive et de mettre en place des mesures destinées à favoriser la diversification des relations commerciales, allant au-delà, très important cette branche de phrase, allant au-delà du simple respect de leurs obligations légales. Aussi a-t-elle décidé de ne pas prononcer de sanctions pécuniaires, considérant qu'au regard de l'espèce, la procédure d'engagement était une solution plus appropriée pour mettre fin aux préoccupations de concurrence. On a aussi une affaire ISCO où là, la procédure d'engagement a été mise en œuvre. Et pour la faire courte, en tout cas, ce qu'il faut savoir lorsque l'on est entreprise calédonienne, l'autorité de la concurrence n'est jamais obligée d'accepter la procédure d'engagement. Si l'on considère que la procédure contentieuse est plus pertinente pour résoudre le cas, on peut refuser la procédure d'engagement. C'est un pouvoir discrétionnaire que l'on a et que parfois on n'hésite pas à utiliser. Second cas de figure, l'entreprise peut proposer des engagements après la notification des griefs. En ce cas, les avantages, quoique demeurant importants, sont moins grands que si l'entreprise avait recherché l'application de la procédure d'engagement d'emblée. Le seul effet pour l'entreprise est de réduire l'assiette de l'amende et ainsi d'avoir une sanction pécuniaire moins lourde que dans le cas d'une procédure contentieuse ordinaire. Ensuite donc, la procédure de non-contestation des griefs, puisque parfois on a des engagements qui sont proposés dans ce cadre-là. Donc la procédure de non-contestation des griefs est prévue à l'article LP 464-2.3 du Code de commerce. Cet article dispose que lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, sans établissement d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au 1 en tenant compte de l'absence de contestation. Et ce qui est important à savoir, c'est que dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. L'avantage est ici immense pour l'entreprise contrefaisante, car elle pourra jouir d'une baisse d'amende substantielle. Mais si l'on ose dire, lorsque l'on s'engage vers cette procédure, il est déjà trop tard pour échapper à la sanction pécuniaire. C'est dire qu'une entreprise a tout intérêt à se diriger immédiatement vers la procédure d'engagement lorsqu'elle se sait coupable. Là, je vais citer un terme latin, une phrase latine, excusatio non petita, accusatio manifesta, ce qui signifie une excuse non demandée est un aveu de culpabilité. Donc les pénalistes connaissent assez bien ce latinisme. On peut citer à titre d'illustration donc l'affaire Cerdis, où là on a eu la procédure de non-contestation des griefs qui avait été mise en œuvre et qui avait permis à l'entreprise d'avoir une baisse substantielle d'amende. Et il faut savoir aussi qu'on a une procédure singulière qui est la procédure simplifiée. Parfois, on peut décider, enfin, le rapporteur général, on peut avoir une procédure où il n'y a pas de rapport préalable à la notification des griefs, ce qui permet à l'entreprise d'avoir un plafond maximal de sanctions qui est de 89 550 000 euros. Donc, francs, pardon, oui, euros, ça ferait beaucoup pour les entreprises calédoniennes, excusez-moi, je reviens de métropole, j'ai repris la monnaie courante là-bas, donc j'ai l'euro en tête. Donc c'est une procédure qui permet voilà, d'aller plus vite et aux entreprises d'avoir une sanction moins lourde, mais ça n'empêche pas à l'autorité de frapper fort parfois. Et on a l'exemple de l'affaire des pompes funèbres où il y avait une procédure simplifiée et ça n'a pas empêché finalement d'avoir des amendes assez substantielles. Alors qu'on conclure de tout ça, que lorsque le train de la procédure d'engagement est passé, il n'est pas trop tard pour prendre le wagon de la procédure de non-contestation des griefs, car certes, cette manière ne permettra pas de pas avoir d'amende, mais elle permettra quand même d'avoir une baisse substantielle de la sanction pécuniaire. Et c'est donc quand même un avantage qui est important pour les entreprises qui se retrouvent devant l'autorité. En second lieu, les procédures négligées. Alors là, on est dans une hypothèse où les procédures existent, mais sont boudées par les entreprises, voire peu utilisées, voire pas du tout utilisées. On a deux types de procédures qui, me semble-t-il, sont négligées à tort. D'une part, la procédure de clémence, et d'autre part, l'action en responsabilité. Donc d'une part, la clémence,
il est tout à fait étonnant de constater que depuis l'installation de l'autorité de la concurrence, aucune demande de clémence n'a été formulée. Pourtant, celle-ci permettrait aux entreprises contrevenantes, en faisant amende honorable, d'échapper précisément à l'amende. Or, qu'observe-t-on? À l'intérêt qu'en sert la clémence répond un impressionnant désintérêt des entreprises. D'abord, l'intérêt de la clémence. La clémence, sachez-le, est prévue à l'article LP 464-2-4 du Code de commerce. Que dit-il? Au terme de cet article, une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article LP 421-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs en apportant des éléments d'information dont l'autorité ou l'administration ne disposait pas antérieurement. Donc il faut évidemment que l'autorité de la concurrence n'ait pas déjà des preuves, sinon la demande de clémence sera évidemment rejetée. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce à dire? Premièrement, que la procédure de clémence n'est valable que dans le seul domaine des ententes. Il est inutile de demander une clémence dans une affaire d'abus de position dominante ou dans une affaire d'accord exclusif d'importation. Conseil calédonien, sachez-le, la demande sera évidemment rejetée puisque ce n'est pas l'objet du texte. Il s'agit ici d'aider l'autorité à détecter des ententes injustifiables en maniant subtilement la carotte et le bâton, ce que disent les Américains. Et la clémence, pour reprendre l'expression de l'autorité métropolitaine dans le dernier rapport qui est paru, est un puissant facteur de déstabilisation des cartels. Secondement, on comprend également que l'objectif est d'encourager les participants à une coalition secrète à en dénoncer l'existence, en les exonérant partiellement ou totalement des sanctions. Mais pour l'heure, il convient de noter qu'il y a quand même un certain flou, j'imagine, pour les entreprises et pour les conseils, puisque l'autorité n'a pas encore communiqué. Il me reste 5 minutes, sachez-le. Mais il y a fort à parier que l'autorité s'inspirera de ce qui se passe en métropole et du communiqué qui existe en métropole s'agissant de la clémence. Alors que dit-il ce communiqué? Le communiqué prévoit l'octroi de récompenses dites dégressives. Qu'est-ce que ça veut dire? L'immunité totale est réservée à celui qui dénonce en premier l'entente. C'est dire que règne en la matière le prix de la course. Le premier bénéficiera de 100% de réduction d'amende et sera récompensé totalement de son action. Le second, quant à lui, qualifié de demandeur de second rang, pourra obtenir une réduction d'amende allant de 25 à 50% de l'amende encourue. Donc c'est quand même un bel avantage lorsqu'on arrive deuxième, puisqu'on peut quand même obtenir jusqu'à 50% de la réduction d'amende. Les demandeurs de troisième rang ne pourront obtenir qu'une faible réduction comprise entre 15 et 45%, tandis que les autres demandeurs, donc les derniers de la course, pourront atteindre un maximum de 25%. Pour autant, malgré l'attrait certain de cette clémence, les entreprises calédoniennes rechignent à s'engager vers la dénonciation. Ensuite, donc, le désintérêt pour la clémence. Et là, c'est une appréciation personnelle, ce n'est pas la position de l'autorité de la concurrence, et d'ailleurs ce que je dis là est une position personnelle et n'engage pas l'autorité de la concurrence. Donc 3 raisons, me semble-t-il, qui laissent à penser qu'il y a un désintérêt. Premièrement, eu égard à la petitesse du territoire calédonien, les entreprises pourraient avoir peur des représailles. Ces représailles pourraient prendre diverses formes, telles que le non-renouvellement d'un partenariat commercial, le durcissement dans les négociations sur les prix des produits et des services, ou encore l'aggravation de certaines obligations, encore une fois dans le cadre de renégociation de contrats. De telles menaces seraient tout à fait puissantes, voire éminemment combinatoires, dans l'hypothèse où une entreprise serait fortement dépendante d'une autre. Aussi ne préfère-t-elle pas tenter le diable en dénonçant un partenaire économique incontournable? Deuxièmement, deuxième raison peut-être, on peut penser que le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. Les amendes ne sont peut-être pas assez dissuasives, tant et si bien que l'entreprise préférera prendre le risque contentieux et le pari d'une faible amende en montrant patte blanche devant l'autorité. Elle a l'arsenal des procédures que j'ai évoquées, la procédure d'engagement, la non-contestation des griefs, et finalement, c'est une possibilité pour dire je préfère aller vers cette voie-là que la voie de la clémence. Troisièmement, enfin, et là j'attaque gentiment les conseils ne sont probablement pas favorables à la procédure de clémence. Peut-être estiment-ils, dans l'élaboration de leur stratégie, que la procédure d'engagement ou la procédure de non-contestation des griefs est une meilleure voie à prendre, c'est-à-dire une arme efficace devant l'autorité, ce qui est vrai, mais non létale pour les rapports commerciaux entre entreprises. C'est-à-dire qu'on arrive à montrer patte blanche devant l'autorité et à être bien accueilli, et par ailleurs, on ne se met aucun
concurrents à dos. D'autre part, l'action responsabilité, je voulais en dire beaucoup, mais on n'a pas assez de temps et une table ronde aura lieu en fin de journée. Donc je renvoie vers la contribution écrite pour que vous puissiez avoir vraiment de l'exhaustivité là-dessus. Ce que je voulais dire surtout en synthèse, c'est que le droit de l'Union européenne ne s'applique pas en Calédonie et donc on a un droit un petit peu défaillant sur les actions responsabilité. Pour le faire simple, l'action responsabilité, c'est lorsque on a subi un dommage concurrentiel parce qu'une entreprise a conclu une entente ou a abusé de sa position dominante, on va saisir le tribunal mixte de commerce pour demander réparation du préjudice subi. Alors, dans l'Union européenne, on a une directive 2014-104 qui a été adoptée et qui a permis finalement d'élaborer un droit qui est très performant désormais en France, puisqu'on a une ordonnance du 9 mars 2017 qui a été très importante et qui permet, par le jeu des présomptions, par exemple, de profiter d'une décision de l'autorité de la concurrence pour saisir le juge, parce qu'on a une présomption irréfragable dans ce cas-là de faute concurrentielle, ce qui n'est pas le cas en Calédonie. On a donc un problème avec le silence des textes, ce qui, à mon sens, pourrait ne pas inciter les entreprises à saisir le juge, alors qu'à mon sens, c'est très important qu'il y ait une montée en puissance de l'action responsabilité civile. Pourquoi? Parce que parfois, l'amende de l'autorité de la concurrence n'est pas suffisante pour dissuader, alors que derrière, si on a la possibilité d'agir devant le juge et d'avoir une nouvelle sanction pour réparer les dommages que l'on a provoqués, eh ben, ça pourra permettre peut-être aussi aux entreprises de réfléchir à deux fois, puisqu'il n'y aura pas seulement une amende, mais potentiellement des préjudices concurrentiels qui seront évalués très gravement. Pour conclure, parce que je dois conclure, en somme, le droit de la concurrence calédonien est un droit naissant qui a rapidement atteint l'âge de l'adolescence. L'activité contentieuse montre la vitalité de ce droit et une certaine efficacité des procédures prévues par le Code de commerce calédonien. Si tout n'est pas encore parfait, il faut le dire, et que des réformes méritent d'être lancées, les outils à la disposition de l'autorité de la concurrence et des entreprises sont satisfaisantes mais perfectibles. Que dire alors au pouvoir public, aux législateurs calédoniens? Peut-être une expression désuète que l'on prête à l'écrivain Nicolas Boileau, mais qui est d'à propos. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je vous remercie. C'est très difficile de venir après cette intervention si éloquente, qui non seulement nous a bien familiarisé avec la pratique décisionnelle de l'autorité de Nouvelle-Calédonie, mais qui a finalement été un tour d'horizon des principes et des instruments disponibles pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Et donc je m'inscris tout à fait dans la philosophie de ce qui vient d'être dit, en soutenant particulièrement certains de ces thèmes. Sur les actions en responsabilité qui viennent d'être mentionnées, je pense que c'est également très important que les entreprises puissent se prévaloir des décisions de l'autorité de la concurrence et aller au tribunal de commerce pour être indemnisées. Également d'ailleurs au tribunal administratif, s'agissant des collectivités locales qui ont été victimes par exemple d'ententes sur les marchés publics. Et d'ailleurs l'autorité de la concurrence a la possibilité d'assister ces juridictions ou de les conseiller en tout cas pour les aider à déterminer les réparations. Et donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Je voudrais également soutenir tout à fait la philosophie de ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a finalement une palette d'instruments. Et la question pour l'autorité de la concurrence, c'est de bien combiner ces instruments, de choisir l'instrument qui est adapté. Alors également pour l'entreprise, également, elle a le choix de la manière de sortir d'une procédure, mais l'autorité de la concurrence peut également choisir la manière qui est la plus adaptée. Et l'autorité métropolitaine a vu cette palette d'instruments renforcée et étendue à l'occasion de plusieurs textes législatifs importants, et notamment de la transposition de la directive ECN+, qui harmonise les instruments des différentes autorités européennes, avec des instruments nouveaux, comme par exemple la possibilité de décider de mesures conservatoires de notre propre initiative, sans être saisi par une partie,
avec la possibilité de choisir nos priorités, c'est-à-dire de rejeter une requête une saisine pour défaut de priorité, avec une révision de notre barème de sanctions et un nouveau communiqué sanctions qui prend mieux en compte la durée des pratiques et qui aussi relève le plafond des sanctions pour les organismes professionnels. Et également un nouveau communiqué Clémence qui est également une nouveauté. Alors, comment est-ce qu'on utilise cette palette d'instruments? Justement, en les combinant, et je voudrais donner un exemple particulier, alors qui est peu pertinent pour le contexte calédonien, parce qu'il s'agit d'un énorme dossier numérique qui est typique des dossiers liés à l'émergence des plateformes numériques qu'on a eu à traiter, que les différentes autorités européennes et la Commission européenne ont eu à traiter. C'est dans le dossier des droits voisins, où donc il s'agit de la manière dont Google rémunère les articles de presse qui sont disponibles sur Google News ou sur le moteur de recherche, et Google ayant décidé initialement de ne pas les rémunérer du tout, ce qui était outre le fait d'être un comportement anticoncurrentiel, c'était par ailleurs complètement illégal, puisqu'il y avait une directive qui avait été transposée qui créait un droit patrimonial pour les éditeurs de presse et les agences de presse. Et là, on a combiné les instruments, c'est-à-dire qu'il y a eu initialement une injonction à Google d'engager des négociations avec les éditeurs et les agences de presse. Ensuite, on a constaté que notre injonction n'était pas respectée. On a sanctionné Google, 500 millions d'euros. Il s'agit bien d'euros, là, cette fois-ci. 500 millions d'euros pour non-respect des injonctions. Ils ont choisi de s'engager dans la voie des engagements. Et on a, le mois dernier, approuvé des engagements qui créent un dispositif qui, je crois, est assez équilibré et pérenne de négociation entre Google et les agences de presse. Donc on a eu combinaison de toutes sortes d'instruments. Et c'est un peu ce qui fait que la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles est non seulement une science juridique, mais aussi un art, puisqu'il s'agit aussi de choisir les bons instruments. Et alors, par ailleurs, cette lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, qui est le métier de base des autorités de concurrence, est encore plus importante aujourd'hui dans un contexte de vie chère, aussi bien outre-mer qu'en métropole, parce qu'on a constaté par le passé qu'un des facteurs de renchérissement structurel des prix, y compris en métropole, c'était les cartels, les ententes, et c'était les abus de position dominante, les abus d'exploitation, tout ce qui conduit finalement à faire payer les distributeurs et in fine à faire payer le consommateur. Et donc la pratique de l'autorité en matière de lutte contre les cartels, je pense dans les décisions récentes, le cartel des sandwichs, le cartel des ambulanciers dans le Val d'Ariège, le cartel des collecteurs de déchets en Haute-Savoie, donc tous ces dossiers qui peuvent paraître très locaux et microéconomiques, en fait, c'est autant de comportements qui contribuent à rendre la vie chère. Donc c'est d'autant plus important pour les autorités de concurrence d'utiliser pleinement la pleine palette de leurs instruments. Alors, pour venir à l'outre-mer et à la pratique de l'autorité de la concurrence en outre-mer, d'abord en termes d'instruments, et puis ensuite je donnerai quelques exemples. Mais en termes d'instruments, alors j'ai parlé des seuils spécifiques pour le contrôle des concentrations sur la table ronde précédente, mais on a eu un certain nombre de textes au cours des années récentes qui ont complété les pouvoirs de l'autorité pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles dans les départements et régions d'outre-mer, avec la loi Lurel en 2012, la loi sur l'égalité réelle en outre-mer en 2017, la loi dite DADU, donc les diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en 2020, qui ont complété les pouvoirs de l'autorité. La loi Lurel nous a donné un pouvoir d'injonction structurelle dans le commerce de détail en outre-mer, qui permet d'agir sur la concentration excessive des marchés en aval des concentrations, alors que lorsque les positions sont constituées. Et la loi DADU a allégé les conditions de mise en œuvre de ce dispositif d'injonction structurelle en permettant d'agir contre des positions dominantes dans le secteur du commerce, non seulement dans le commerce de détail, mais dans le commerce de gros. Et lorsque la position dominante soulève simplement des préoccupations de concurrence et non plus nécessairement une atteinte effective à la concurrence. Donc ça nous permet d'agir encore plus en amont pour lutter contre les pratiques d'abus de position dominante, donc du fait de prix élevés ou de marges élevées
pratiquées par l'entreprise par rapport aux moyennes constatées dans le secteur concerné. La loi DADU a aussi introduit dans le Code du commerce une nouvelle disposition permettant de sanctionner le fait pour un acteur intégré disposant d'une exclusivité d'importation de discriminer ses clients tiers par rapport à ses ventes intra-groupes. On retrouve une thématique qu'on a abordée sur la table ronde précédente. L'autorité a également, par l'article 420.2.1 du Code du commerce, la possibilité le devoir de lutter contre les droits exclusifs d'importation dans les collectivités d'outre-mer s'ils ne sont pas justifiés par l'intérêt des consommateurs. Donc là, on a toute une palette d'instruments qui sont spécifiques à l'outre-mer. Alors, dans notre pratique décisionnelle, les départements et régions d'outre-mer ont fait l'objet d'une attention particulière de l'autorité. Depuis 2009, l'autorité a rendu 27 décisions en matière d'entente et d'abus de position dominante en outre-mer, dont 18 décisions de sanctions, y compris pour obstruction et non-respect des engagements, 4 décisions d'engagement et une décision de mesure conservatoire. Et le total des sanctions pécuniaires prononcées par l'autorité de la concurrence en outre-mer pour entente et abus de position dominante est de 163 millions d'euros depuis que l'autorité a été créée en 2009. Alors en termes de secteurs, les secteurs concernés ont été les télécommunications et communications électroniques, avec 8 décisions. On a sanctionné SFR pour avoir maintenu un écart de prix abusif entre les appels passés vers d'autres clients de son réseau et ceux émis vers les réseaux des concurrents, pendant 12 ans à La Réunion, pendant 3 ans à Mayotte. Ces comportements ont d'ailleurs été corrigés depuis, donc notre intervention a été utile d'un point de vue dissuasif et, si j'ose dire, pédagogique. L'autorité a mis fin aux exclusivités appliquées par Orange Caraïbes dans la téléphonie mobile, et lui a interdit de fidéliser abusivement ses abonnés. C'est une décision de 2009. L'autorité est également intervenue dans la grande consommation avec des décisions sur les produits laitiers frais aux Antilles, sur la production de viande en Martinique. Tout ça, c'est des exemples d'interventions qui ont permis de changer les comportements. On a également intervenu dans les DOM sur ce qui est malheureusement, je dirais, un de nos fonds de commerce, qui est la commande publique et les distorsions à la commande publique, avec des sanctions sur les travaux publics à Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore sur les entretiens d'espaces verts en Martinique. Vous voyez que c'est un champ d'application qui est très diversifié. Peut-être une dernière remarque, c'est sur les accords d'importation exclusive. Depuis l'entrée en vigueur de l'article L420.2.1 du Code du commerce, on a pris 8 décisions de sanctions et une décision d'engagement en matière de droit d'importation exclusif en Outre-mer, avec un montant total de sanctions de 2,3 millions d'euros. Et il s'agit, là encore, de produits de grande consommation, et il s'agit d'engagements qui permettent d'animer la concurrence sur ces marchés. Donc, on va continuer à être particulièrement vigilant, et je crois que vraiment la conclusion, c'est qu'on a été doté par le législateur d'une palette assez large d'instruments d'intervention. On peut réfléchir à des instruments nouveaux dont on aurait besoin. Monsieur Chelouch a parlé de la clémence. Si on avait par exemple la possibilité de rémunérer les lanceurs d'alerte en matière qui nous dénoncent des cartels, c'est quelque chose qu'on fait dans le domaine fiscal ou dans le domaine des douanes, quelque chose qui nous permettrait d'être plus efficace. Mais avant de demander des pouvoirs nouveaux, je pense qu'il faut aussi faire la preuve qu'on utilise tous les pouvoirs que nous a donnés le législateur, et c'est ce à quoi on va s'attacher dans les mois qui viennent. Bonjour. Il me revient de clôturer ce tour de table. Moi, je vais vous présenter un cas, en fait. Je vais vous présenter un dossier qu'on a... Alors, il n'est pas tout récent, mais c'est pas grave.
qu'on a géré donc en Polynésie française, géré par l'autorité. Ça va permettre d'illustrer tout ce qui vient d'être dit, notamment sur la diversification des voies qui sont choisies, vous allez le voir, et qui va vous montrer comment une autorité de concurrence, même avec toutes les difficultés qu'elle peut connaître dans une économie insulaire, arrive à avoir une influence sur les marchés en termes d'ouverture et d'amélioration des conditions tarifaires, mais pas que, notamment pour la clientèle. Nous allons parler d'une petite start-up qui s'appelle l'OPT. C'est comme le vôtre, mais voilà, on a un OPT aussi en Polynésie française, et en fait, donc c'est l'opérateur historique qui gère notamment une de ses filiales qui s'appelle Vini. Il faut savoir donc que l'OPT, je suppose, peut-être pas exactement comme vous, mais donc bénéficie d'un monopole légal sur les télécoms fixes intérieurs, donc les réseaux et les services de téléphonie fixe, et également les télécoms extérieurs, c'est-à-dire essentiellement les câbles sous-marins. Donc il y a un monopole légal de l'OPT, donc vous comprenez bien qu'en fait le réseau c'est eux, et l'accès au réseau international c'est eux. Et donc ils ont une filiale qui s'appelle Vini, et qui ne fait pas que ça, mais qui essentiellement fait de la téléphonie mobile, puisque c'est le secteur que l'on va examiner, c'est le secteur de la téléphonie mobile en Polynésie française. Le deuxième opérateur, il s'appelle Pacific Mobile Téléphone, et en fait il a une franchise Vodafone. Vous le voyez sur le premier écran, ça c'est la situation du marché au début du dossier. Jusqu'en 2003, donc l'OPT avait un monopole légal sur l'ensemble des télécommunications en Polynésie française. Donc ça c'était la situation. En 2003, il y a eu la levée du monopole légal, en tout cas pour ce qui concerne la téléphonie mobile. Et vous le voyez, malgré la levée du monopole légal, Vini est resté en monopole de fait pendant encore 10 ans, puisqu'il a fallu attendre 10 ans, 2013, pour que donc l'opérateur Vodafone décide d'essayer d'entrer sur le marché. Donc Vodafone a commencé son activité en 2013, et vous voyez quelques années plus tard, en 2017, voilà, au moment où on a ouvert le dossier, voici quelle était la situation du marché de la téléphonie mobile en Polynésie française. Vous voyez qu'on avait l'opérateur Vini qui avait 85% de part de marché, et Vodafone qui avait uniquement 15% de part de marché après 4 ou 5 ans d'activité. Quels étaient les grands traits du marché? Vous savez qu'on est sur une activité d'industrie de réseau, des coûts fixes très importants pour entrer sur le marché, sachant qu'évidemment l'opérateur public, lui, il a bénéficié de financement public pour monter son réseau. Donc il a eu un avantage financier certain. D'ailleurs, l'OPT, encore dernièrement, a reçu un financement de 250 millions de francs de la part du pays pour étendre son réseau dans les îles. Voilà, donc il y a un avantage certain. Donc on l'a dit, malgré la fin du monopole légal, le monopole de fait. Autre caractéristique, c'est que à ce moment-là, le secteur est mature aussi, puisqu'on a un taux d'équipement en téléphone mobile qui est proche de 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de foyers en fait, qui n'ont pas internet fixe à la maison, et en fait ils utilisent le téléphone pour avoir accès à internet. Donc grosso modo le taux d'équipement est très fort. La conséquence, c'est que quand vous voulez capter de nouveaux clients, ce n'est pas des clients qui ne sont pas équipés, vous devez les piquer aux concurrents. Donc ça, c'est une contrainte forte pour un opérateur entrant. Le constat qui est fait à ce moment-là, c'est qu'on a un impact limité, donc vous le voyez, de l'ouverture du marché. Différentes raisons, des lacunes réglementaires. Il y avait eu par exemple un rapport de la CTC qui avait été rendu en 2015 sur les tarifs et les offres, et en 2017 l'APC avait rendu un avis sur le secteur où on expliquait que la régulation sectorielle en fait était défaillante, puisqu'évidemment, qui est le régulateur? Le pays. Qui est l'actionnaire principal de l'OPT? Le pays. Voilà pour la situation du marché. On va passer donc à la suite, on va changer d'écran, voilà. Et je vais vous présenter donc les pratiques qui étaient mises en œuvre et qui ont été signalées donc par l'opérateur Vodafone. Donc on avait deux types de pratiques qui étaient mises en œuvre donc par Vini et l'OPT derrière. On avait une première pratique de différenciation tarifaire.
Ça a été évoqué tout à l'heure, notamment avec SFR à La Réunion et Mayotte, avec une différenciation tarifaire sur le marché de détail, donc des services mobiles, pour les appels et les SMS, entre ce qu'on appelle le on-net, c'est-à-dire les appels et les SMS qui sont envoyés sur le même réseau, donc le réseau Vini, et ce qu'on appelle le off-net, c'est-à-dire quand vous accédez au réseau concurrent. Voilà. Cette différenciation tarifaire, l'instruction a montré qu'elle n'était pas justifiée par les coûts sous-jacents qui étaient supportés par les opérateurs. Donc ça, c'était la première pratique. Et la deuxième pratique, c'était un verrouillage de la clientèle, donc sur le marché de détail toujours, par des durées d'engagement qui pouvaient être considérées comme injustifiées, excessives en tout cas, et un programme de fidélité qui en fait s'apparentait moins à un programme de fidélité, c'est-à-dire qui vient récompenser votre fidélité passée. Ça ressemblait plus à un programme de fidélisation, c'est-à-dire on vous offrait quelque chose, mais en contrepartie d'un engagement sur l'avenir. Et donc en matière de pratique décisionnelle des autorités de concurrence, voilà, récompense de la fidélité passée, pas de problème. Par contre, offrir quelque chose pour engager sur l'avenir, c'est une manière de verrouiller la clientèle. Donc sur la différenciation tarifaire, voilà, donc il y avait des composantes d'abondance qui étaient proposées, des appels. Alors on n'était pas encore sur de l'illimité à l'époque, mais quand vous restiez sur le même réseau, on vous offrait des minutes ou des heures de communication gratuite. À partir d'une certaine heure, ça devenait gratuit. Voilà, il y avait ce genre de choses. Et donc l'analyse qui avait été menée par le service d'instruction sur une étude qui avait été fournie donc par l'opérateur Vini concernant cette pratique de différenciation tarifaire. Le service d'instruction arrivait à la conclusion qu'il n'y avait aucune justification à cette pratique qui était mise en œuvre, notamment avec les coûts sous-jacents. Quel est l'effet anticoncurrentiel d'une telle pratique, puisque c'est ce qu'on cherche toujours à relever? Ça permet de maximiser ce qu'on appelle l'effet club ou l'effet tribu. C'est ce qui a été matérialisé par le Happy Together sur le visuel. En offrant de l'abondance quand vous restez sur le même réseau et en discriminant de manière tarifaire des gens qui essayent d'accéder au réseau concurrent, vous comprenez bien que ça va favoriser le fait que quand il faut acheter un portable au petit-neveu pour qu'il appelle sa tata, du coup on va lui acheter le portable sur le même réseau parce que ça va permettre d'avoir accès aux offres d'abondance qui sont offertes par l'opérateur. Voilà, donc ça c'était l'effet concurrentiel sur la pratique de différenciation tarifaire. Et donc il y avait également la pratique de verrouillage de la clientèle. Donc j'ai déjà dit différence entre offre de fidélité et fidélisation. Du coup, ça biaise complètement la capacité d'arbitrage du consommateur, puisque on lui propose un avantage qui n'est pas proposé par l'opérateur concurrent, mais en contrepartie, effectivement, il va y avoir un engagement long sur la durée. Donc les durées qui étaient pratiquées, c'était 12 mois. D'ailleurs, qu'il y ait une subvention du terminal ou pas. On était sur 12 mois. Ça pouvait même aller jusqu'à 24 mois quand les subventions étaient plus importantes. Et à chaque fois qu'on voulait changer de forfait, on se retrouvait réengagé comme ça sur 12 ou 24 mois. Donc il y avait vraiment cet effet aussi de verrouillage en contrepartie des petits avantages qui étaient fournis par l'opérateur. Donc ici, vous le comprenez, l'effet anticoncurrentiel qui est obtenu par la pratique. Donc c'est la clientèle figée qui, à chaque fois qu'elle veut pouvoir bénéficier d'un petit avantage qui lui est accordé par son opérateur, est obligée de se réengager sur des périodes longues, et c'est ça qu'on appelle donc les pratiques fidélisantes. On a également, non, si on peut revenir juste en arrière pour que je termine. Il veut pas, voilà, c'est bon. Du coup, on a également un effet combiné des deux pratiques. Chaque pratique indépendamment produit un effet, mais on a également un effet combiné des deux pratiques, puisque vous le comprenez, on l'a vu, la forte asymétrie de part de marché des deux opérateurs. Donc du coup, ça dissuade les clients de l'opérateur dominant de migrer vers l'opérateur alternatif, puisque les conditions qui vont lui être proposées sont défavorables. Et ça, je l'ai déjà évoqué, mais le caractère mature du marché avec le taux d'équipement à 100% faisait que ça limitait la possibilité de conquérir de nouveaux clients et il fallait les chercher chez l'opérateur concurrent, sauf qu'avec les pratiques mises en œuvre, ça devenait extrêmement difficile d'aller conquérir des documents chez l'opérateur dominant
Ce qui explique en fait que l'opérateur alternatif avait vraiment du mal à décoller en matière d'activité. On peut, merci. Donc la procédure devant l'APC. Donc Vodafone est venu saisir l'APC avec, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, avec une demande de mesures conservatoires. D'abord, ça a été la première étape qui a été mise en œuvre donc, par l'opérateur alternatif. Ils ont demandé des mesures conservatoires. L'instruction s'est orientée assez rapidement sur l'opportunité de prononcer ces mesures conservatoires en raison de la gravité de l'atteinte à la concurrence et de son immédiateté, puisqu'il y avait des effets concrets qui étaient constatés sur le marché. Un risque, on évoquait même un risque de retrait du challenger, donc de l'opérateur alternatif, s'il n'arrivait pas à décoller son activité, puisqu'il travaillait à perte. Il y avait un risque de sortie du marché et de retour au monopole de fait, ce qui n'était évidemment pas une solution souhaitée. Sur le fond, vous l'avez compris avec les différences de part de marché, il y avait une forte probabilité au terme de l'instruction de retenir un abus de position dominante pour les pratiques que je viens de vous présenter. Bon, la position dominante, elle fait guère de doute vu la situation. Et du coup, il y avait quand même de grandes chances que les pratiques mises en œuvre amènent à caractériser un abus de cette position dominante sur le marché. Donc on s'orientait vers ça, sauf que, en aiguille en cours de route, très peu de temps avant la séance qui était programmée pour l'examen des mesures conservatoires, on a de nouveau diversifié le mode de traitement du dossier puisque l'opérateur Vini a indiqué qu'il souhaitait passer en procédure d'engagement. Il comprenait bien que l'abus de position dominante, ça allait être dur à éviter. Et donc du coup, ils ont préféré dire, bon, alors évitons une sanction, allons plutôt sur une procédure d'engagement. Ce que le collège a accepté, ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas obligatoire. Le collège aurait très bien pu dire non, après tout on a les billes, on peut très bien aller au bout. La position retenue par le collège a plutôt été de dire si on passe en engagement, on va avoir un traitement beaucoup plus rapide du dossier, on peut avoir un effet beaucoup plus rapide sur le marché et sur les consommateurs. Voilà. Donc après, c'est une question d'opportunité. Vous préférez faire du contentieux et prononcer une amende à la fin, ou alors vous préférez avoir un impact beaucoup plus rapide sur le marché. C'est ce qu'a souhaité faire le collège de l'autorité. Donc il y a eu une première proposition d'engagement qui a été considérée comme souvent comme insuffisante. Ensuite, classiquement, phase de négociation, nouveaux engagements, ce qui a mené à la séance d'engagement organisée par le collège où ils ont été validés. Donc les engagements qui ont été validés par le collège in fine, ça a été d'arrêter la commercialisation donc, des offres qui avaient été incriminées en cours de procédure, donc de proposer de nouvelles offres commerciales aux clients, qui incluaient donc des composantes d'abondance et de générosité, quel que soit le réseau. Donc on n'est plus sur du on-net ou du off-net, mais on passe en cross-net, c'est-à-dire que quel que soit le réseau sur lequel on se connecte, les avantages proposés deviennent les mêmes. Il avait été accepté d'accorder un petit avantage sur le on-net, mais ça devait rester extrêmement limité pour que ce ne soit pas défavorable. Et tous les anciens clients devaient pouvoir migrer des anciennes aux nouvelles offres à des conditions facilitées, c'est-à-dire que surtout il n'y avait pas de nouvel engagement sur la durée. Ça voilà, c'est sur la procédure et les engagements qui ont été retenus. Voyons les effets maintenant que ça a eu. Vous voyez maintenant la différence entre la situation de départ et la situation d'arrivée, puisque donc, la décision c'était 2018, et vous voyez que 2020, donc à peine 2 ans plus tard après la décision de l'autorité, on constate de fait une augmentation de part de marché importante de la part de l'opérateur Vodafone, puisqu'il a doublé sa part de marché entre le début et la fin du dossier. Aujourd'hui, ça va même plus loin. Il ne donne pas les chiffres en valeur, mais l'opérateur Vodafone revendique 50% des clients. Alors pas 50% du chiffre d'affaires, mais 50% des clients. En fait, les offres de Vodafone, d'un point de vue tarifaire, sont inférieures à celles de Vini. On constate aujourd'hui une guerre des prix entre les opérateurs. Vraiment, on a constaté une baisse des prix, mais alors très significative. On a taillé quasiment par 2 sur les niveaux de prix
des forfaits qui sont proposés. En parallèle, on a une augmentation des volumes, donc baisse des prix, mais aussi augmentation des volumes de communication, de data. Donc vraiment, aujourd'hui, on en a plus pour moins. Et depuis l'année dernière, on a même un troisième opérateur qui est rentré sur le marché, alors qui pour le moment est en démarrage, donc il a une très petite activité, mais malgré tout, on voit qu'on a réussi à faire de l'animation concurrentielle à tel point qu'on a un troisième opérateur qui rentre sur le marché. Pour conclure, quels sont les enseignements qu'on peut retenir de ce dossier? On l'a dit, les industries de réseau impliquent donc de très forts coûts d'investissement. L'opérateur historique, lui, avait bâti son réseau grâce à des investissements publics. Il a bénéficié d'un monopole légal, puis d'un monopole de fait lors de l'ouverture à la concurrence. On le voit donc, c'est vraiment les modalités d'ouverture à la concurrence réglementaire. C'est vraiment là que ça va se jouer. En tout cas, c'est là que ça s'est joué chez nous. Quand il y a eu l'ouverture réglementaire à la concurrence, ça n'a pas été assez loin et du coup, ça n'a pas permis d'obtenir rapidement les effets escomptés de l'ouverture des marchés, puisque l'opérateur en position dominante a continué d'être dans une position très forte et à garder les mêmes et à mettre en œuvre des pratiques du coup qui n'étaient pas très favorables aux consommateurs. C'est une situation qui rappelle la plupart des ouvertures d'ex-monopoles légaux dans les industries de réseau, puisque la plupart des anciens opérateurs historiques de réseau, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui n'ait pas été sanctionné par une autorité de concurrence pour abus de position dominante, avec des pratiques diverses et variées. Donc la Polynésie française n'a pas échappé à la règle. Une des préconisations, c'est que vraiment l'ouverture d'un secteur à la concurrence, ça va de pair avec la régulation de ce secteur, et l'autorité polynésienne incite fortement depuis ce temps-là le gouvernement local vraiment à revoir son système de régulation, parce que le gouvernement pour nous ne peut pas être à la fois régulateur sectoriel et actionnaire principal de l'opérateur historique. J'en ai terminé, merci beaucoup. Oui, bonjour, Frédéric Descombes, avocat, cabinet SDS Legal. Juste une petite, pour m'associer aux commentaires qui ont été faits, effectivement, c'est vrai que la tâche de l'autorité de la concurrence n'était pas évidente il y a 5 ans quand elle est arrivée, et c'est vrai qu'il y a eu quand même un travail qu'on peut noter, en tous les cas mon cabinet, peut-être mes confrères présents dans la salle également, en tous les cas il y a un travail qui a été fait avec de communication, notamment pour pouvoir faire en sorte que les opérateurs économiques et nos clients puissent appréhender le droit de la concurrence et puissent comprendre effectivement que l'autorité était là, certes pour sanctionner, mais aussi pour accompagner. Je pense qu'effectivement, les 5 années qui se sont passées, et en tous les cas, aujourd'hui, on peut faire un constat que je dirais qu'il y a eu un travail excellent qui a été fait, même si peut-être quelques condamnations auraient pu être évitées en matière répressive, mais je note que vous n'avez que 5 ans d'existence. L'âge de raison, qui est l'âge auquel effectivement on appréhende le monde extérieur, on le comprend, c'est 7 ans. Donc il vous reste 2 ans pour pouvoir effectivement progresser à ce niveau-là. J'avais effectivement peut-être un premier commentaire sur la procédure de clémence. Effectivement, vous indiquez, monsieur a raison, qu'elle ne rencontre pas de succès en Nouvelle-Calédonie. Alors, peut-être nous, praticiens, peut-être on a quelques commentaires à faire. Le premier, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il n'y a pas tant d'entente que ça en Nouvelle-Calédonie, en ce sens qu'en tous les cas, s'il y en a, le monde est tellement petit que vous aurez quand même des chances de le découvrir avant beaucoup d'autres. Voilà. Que s'il y en a, les ententes ne sont peut-être pas phénoménales comme on peut effectivement les connaître ailleurs. Après, il est vrai qu'il n'est pas dans la philosophie et dans le schéma mental des chefs d'entreprise de se jeter dans la gueule du loup, si je puis dire, hein. Et encore moins quand on est concerné soi-même, mais en plus quand ça concerne d'autres, parce que pour une entente, il faut être plusieurs. Ça veut dire qu'effectivement, vous vous jetez dans la gueule du loup, mais vous entraînez effectivement les autres. C'est pas tout à fait évident. Et c'est vrai que c'est une procédure, certes, qui sur le papier nous semble, peut-être très bien, hein, mais en tous les cas, elle est un peu difficile à appréhender. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas très optimiste sur effectivement le succès que pourrait connaître la procédure de clémence en Nouvelle-Calédonie. Et donc ma première question était effectivement,
comment ça se passe ailleurs, parce qu'effectivement, en métropole ou en outre-mer, la procédure de clémence, est-ce que véritablement il y a un succès et sur quel type de dossier? C'était ma première question. Une deuxième question, pour réagir à un commentaire qui a été fait par le représentant de l'autorité de la Polynésie. J'ai compris effectivement que les accords exclusifs d'importation existaient, l'interdiction des accords exclusifs d'importation existait auparavant en Polynésie, et j'ai entendu que cette réglementation n'existait plus. Et je m'intéressais sur le cheminement intellectuel qui avait été certainement celui du législateur, qui avait conduit finalement à ne plus retenir l'interdiction des accords exclusifs d'importation, qui est quand même un gros sujet chez nous. Et donc je me disais, tiens, comment se fait-il que ça a été abandonné, sur quels critères, et comprendre effectivement cet abandon. Voilà, merci beaucoup. Je vais être très honnête avec vous, je serais bien en peine de répondre à cette question. C'est un choix politique. Voilà. C'est la seule réponse que je peux vous faire. Ce dispositif existait de la même manière qu'on avait aussi un dispositif d'injonction structurelle. Et en 2018, l'Assemblée de la Polynésie française a décidé de supprimer ces deux dispositifs. Concernant les accords exclusifs, la seule justification que j'ai pu entendre, c'était que c'était pas nécessaire d'avoir ça, puisqu'on pouvait toujours le traiter éventuellement par le biais de l'abus de position dominante. Pour répondre à votre question, vous avez fini, Christophe? Pour répondre à la question sur la clémence, je dirais qu'il faut aussi prendre en compte l'écosystème. C'est-à-dire que j'ai évoqué l'action responsabilité, et je pense qu'aussi, par exemple, mécaniquement, la montée en puissance de l'action responsabilité incitera aussi à aller vers la clémence parce que les amendes seront plus lourdes. Donc tout se tient par exemple à l'échelle européenne. Il y a beaucoup plus de clémence parce qu'on a aussi un système qui a été mis en place dans le private enforcement qui permet de protéger quelquefois les demandeurs en clémence. Donc ça a des incidences pour aller devant l'autorité et dénoncer. Ensuite, vous dire que le système existe ailleurs, bien sûr, il est né, je crois, de mémoire en 1996 à l'échelle de l'Union européenne. Et pour prendre que l'année 2021, j'ai deux affaires en tête. L'affaire des sandwichs de l'autorité de la concurrence, où là, ça a été démantelé grâce à la demande de clémence. Et on a aussi une affaire très importante, très médiatique, qui est l'affaire des gaz d'échappement de 2021, qui était en fait des entreprises automobiles qui avaient triché sur les gaz d'échappement, en fait, qui ne permettaient pas de verdir leurs produits, et ils sont mis d'accord finalement pour ne pas aller au maximum des potentialités pour être moins polluants en termes de moteur. Et donc l'autorité, la Commission européenne les a sanctionnés grâce à la clémence. Alors je comprends bien que sur le territoire, on sait qu'il y a eu un problème avec l'homo-concurrence au début. Le nouveau problème, c'est l'homo-clémence, mais je pense que vraiment avec la montée en puissance de l'action responsabilité, la clémence mécaniquement, tôt ou tard, à mon avis, sera utilisée parce que le Conseil dira s'il y a une modification des textes, qu'il est important pour l'entreprise finalement de dénoncer parce que l'amende et les dommages et intérêts qui pourraient être octroyés seront très très lourdes. Peut-être juste pour ajouter un mot sur la clémence, bon, ce n'est pas un instrument miracle, c'est vrai. On a plutôt une forme de perte d'efficacité au cours du temps. Hein. Pour toutes les raisons sociologico-économiques qui ont été mentionnées, ce n'est pas un acte facile que de demander la clémence. Historiquement, on a eu beaucoup de demandes de clémence qui étaient consécutives à des changements, tout simplement à des changements de contrôle d'une entreprise. Hein. Donc voilà, le nouveau propriétaire fait le ménage, surtout quand c'est un propriétaire étranger, donc quand il s'agit d'un investissement direct, et voilà, veut apurer un certain nombre de comportements passés. Donc c'est une réflexion qu'on a collectivement en Europe hein, sur l'évolution, le renforcement des procédures de clémence. Il y a une évolution récente qui peut renforcer les incitations, qui est la possibilité d'une réduction de peine aussi au pénal hein, pour les individus concernés. Puisque là on parlait évidemment de la clémence pour les personnes morales. Il y a désormais aussi la possibilité d'une procédure de réduction de peine pour les personnes physiques. Alors, on va voir comment cette possibilité est employée.
Moi, j'ai une question, mais aussi un commentaire. On a parlé de procédures négligées, toutes les procédures dont vous avez parlé, et c'est pas grave. Benoît, vous avez mis en avant souvent la question de l'injonction structurelle. Alors nous aussi, en Nouvelle-Calédonie, on a un dispositif d'injonction structurelle qui est censé nous permettre d'intervenir a posteriori pour démanteler tel ou tel pouvoir de marché au-dessus de 25% de part de marché lorsque le groupe a plus de 600 millions de francs de chiffre d'affaires. Bon, en réalité, à ce stade, on n'a jamais réussi à l'engager parce que la règle telle qu'elle est posée suppose qu'on arrive à démontrer que le niveau de prix ou de marge qui est pratiqué est manifestement supérieur à la moyenne dans le secteur. Alors on a deux problèmes. D'abord, on ne connaît pas la moyenne dans le secteur parce qu'on a un problème de données. Et puis en plus, ça ne veut rien dire en fait, la moyenne dans le secteur. Parce que si on peut très bien avoir, je ne sais pas moi, le secteur des produits laitiers et qu'en fait, le problème se pose sur le beurre. Donc, est-ce que ça va être le secteur du beurre? Comment on connaît? Bon. Ce que je veux dire, c'est que parmi les dispositions pas appliquées, en tout cas ici pour l'instant, il y a celle-là. Et ça répond à une préoccupation qu'a eu tout à l'heure Tony Dupré de l'intersyndicale Vicher, qui nous dit finalement il y a des monopoles ou il y a des pouvoirs de marché très forts et puis on n'arrive pas à les attraper s'il n'y a pas d'abus. Mais on ne peut pas non plus les démanteler si on n'est pas dans cette situation très 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 particulière. Est-ce qu'il faut les démanteler? Est-ce que c'est pas trop intrusif pour les entreprises? En tout cas, c'est des sujets qui se posent dans des territoires comme ici en Nouvelle-Calédonie où en fait les autorités de concurrence ont été créées quand même très tardivement par rapport à la constitution de groupes qui sont quand même historiques, anciens et pour lesquels il y a beaucoup d'intégration. Donc je voudrais bien avoir votre commentaire. Alors c'est que la question, je ne l'ai pas abordé la question de l'injonction structurelle parce que pour moi ce n'est pas une procédure négligée, c'est une procédure quasiment inapplicable. Au regard des données, comme la présidente le disait, c'est très compliqué de se dire je vais démanteler et je vais agir par cette voie-là. Même si je pense que si le texte évoluait, alors dans quel sens ça faudrait y réfléchir, mais ça permettrait peut-être aussi aux entreprises d'être plus attentives à ce que demande l'autorité de la concurrence, parce que le couperet de devoir céder un actif et de perdre par exemple un actif important pour l'entreprise, pourra peut-être l'encourager à s'engager sur des voies qui permettront à la concurrence de vraiment se développer et de ne pas violer ce qu'on appelle la concurrence par les mérites. Donc c'est un petit commentaire, mais dire que voilà, ce texte existe, mais pour l'instant, en l'état, comme disait la présidente, il est très difficile à mettre en œuvre. Donc moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Hein. La possibilité d'injonction structurelle qui a été introduite par la loi Lurel, on l'a pas encore utilisée. Donc c'est vrai qu'on est en phase d'apprentissage et le texte de la loi, mais ça a été dit par la présidente, n'est pas facile à appliquer puisqu'il s'agit de comparer les prix avec la moyenne sectorielle. Donc, et on n'a pas de, oui, aussi également dans la loi Lurel, hein, c'est le même texte. Il n'y a pas de jurisprudence, il y aurait toute une méthodologie à inventer, donc c'est pas voilà. C'est pas facile. Mais cela dit, bon, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand un instrument existe, il est là pour être utilisé. Donc voilà. Pour compléter ce que vient de dire Monsieur le Président, c'est dire que le texte a été mal écrit. Je crois qu'il y avait des gros débats en doctrine à un moment donné sur la question de savoir s'il ne fallait pas plutôt choisir la position dominante. C'est-à-dire quand il y a une position dominante, eh ben, on peut utiliser l'injonction structurelle, mais ça n'avait pas plu du tout au monde de l'entreprise et à certains juristes, donc ça n'avait pas marché. Mais c'était peut-être une voie plus facile pour activer l'injonction structurelle. Là, peut-être que le texte, il ne permet pas d'agir parce qu'on est quasiment certain d'avoir un recours et peut-être qu'on ne serait pas suivi par les juridictions qui sont chargées de contrôler notre activité. Oui, bonjour, je m'appelle Mélissandre Talon, je suis doctorante à l'Université de Montpellier. Je voulais tout simplement vous faire part de ma surprise au sujet de la Polynésie. Si j'ai bien compris, l'injonction structurelle a été supprimée en 2018, ce que je trouve particulièrement étonnant parce qu'à mon sens, il y a un certain mouvement national en faveur de l'injonction structurelle. Pour rappel, elle avait été validée par le Conseil constitutionnel en 2013 lorsqu'elle a été mise en place en Calédonie, mais elle avait été censurée en 2015, lorsqu'on avait essayé de la mettre en place au niveau national, puisqu'on considérait qu'il n'y avait pas de problème de marché similaire à des économies insulaires au niveau national.
Du coup, ça me paraît assez étrange, on va dire, que la Polynésie choisisse de faire marche arrière sur quelque chose que l'autorité nationale de concurrence demande à faciliter depuis un certain nombre d'années. Oui, mais encore une fois, la seule réponse que je peux vous faire, ça n'a rien de juridique peut-être, c'est tout simplement un choix qui a été fait par le politique. On est aujourd'hui, alors il y a l'agence structurelle, mais les accords exclusifs, on est le seul outre-mer qui ne dispose pas des interdictions d'accords exclusifs. Je n'ai aucune justification à vous donner. Désolé.